Un gouvernement chargé des affaires courantes ne peut pas prendre une décision d'une telle ampleur. Il ne peut prendre qu'une décision qui est tout à fait urgente pour l'État. Je ne vois pas en quoi la reconnaissance de la Palestine comme État est urgente. Et deuxièmement, il ne peut prendre, si ce n'est pas urgent, qu'une décision qui n'a pas d'impact politique important. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Noël Lenoir. Noël Lenoir, bonjour. Boker Tov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ici en Israël pour une visite avec une délégation. Une délégation, je pense, de France et peut-être d'autres pays aussi. C'est la première fois, si je ne m'abuse, que vous êtes en Israël depuis le 7 octobre. Et je voudrais avoir vos sentiments sur cette semaine passée en Israël. Je sais que vous êtes allé dans le sud, à Be'eri, et que vous avez visité, vous avez rencontré de nombreuses personnalités dans le cadre de cette visite. Votre sentiment, tout d'abord? Alors d'abord, c'est une délégation européenne, je suis la seule française. Ce sont des juristes de droit international et on a essentiellement des échanges avec des juristes du ministère de la Justice, des procureurs, des militaires qui sont dans le département juridique de l'armée, de l'IDF. Et c'est effectivement une visite à la fois très instructive, parce qu'on a droit à des informations extrêmement transparentes, je vous en parlerai plus tard, et puis aussi, évidemment, n'était pas venu en Israël depuis 1978, donc il y a assez longtemps, et c'est une visite aussi de recueillement. Et je peux vous dire qu'hier, on était à Nova, on était au kibbutz Be'eri et on a eu grand mal, et pour certains, ils n'ont pas pu retenir ses larmes, parce que être sur le terrain, c'est tout à fait différent que d'apprendre des nouvelles à la télévision. Pourquoi vous avez souhaité venir aujourd'hui dans le contexte actuel ? Alors, j'ai souhaité venir en tout état de cause, mais j'ai été invitée par une ONG qui est présidée par Robert Springer et qui s'intitule Center for Jewish Impact. C'est une ONG qui a été créée il y a environ 3 ans, qui fournit de l'aide humanitaire, mais qui aussi essaye de nouer des contacts. Donc notre délégation est une première, et je pense que la prochaine fois, ils vont inviter d'autres juges, notamment des juges constitutionnels ou de Cour suprême, pour pouvoir discuter avec eux. C'est pas des voyages, comme on pourrait dire, de propagande. Oui. Ce sont des voyages éducatifs, je dirais. C'est-à-dire que on nous invite à challenger ce qui nous est raconté. Mais évidemment, à Nova, on l'a pas challengé parce que on a eu un dialogue avec une survivante, une jeune femme éthiopienne, d'origine éthiopienne, israélienne. Et j'avoue que ça a été assez dur. Et cette jeune femme présente ce qu'elle a vécu par devoir. Et je ne pense pas que ça lui soit fondamentalement agréable. Comment vous expliquez ce contraste frappant entre la réalité telle qu'on la voit sur le terrain et la réalité telle qu'elle est présentée quand on est par exemple à Paris ? Moi, je ne m'étais pas aperçue de cette réalité qui est en réalité l'expression de la géopolitique nouvelle, c'est-à-dire que le pouvoir, alors Trump essaie d'inverser cette évolution et c'est très méritoire, mais le pouvoir politique est donc le pouvoir de l'information, puisque comme vous le savez, la politique c'est essentiellement du verbe, eh bien il est passé vers l'Asie, vers l'Orient. Et donc il y a un impact absolument considérable d'un groupe d'États qu'on peut considérer comme réunis dans la Ligue islamique ou l'OCI, un groupe d'États qui exerce via l'argent et donc via la communication, et pour Al Jazeera, je dirais une forme de propagande, un pouvoir énorme. Et on l'a bien vu d'ailleurs, combien les jeunes étaient attirés par ce narratif, à savoir que l'Occident est un oppresseur et que les anciennes colonies, ou même pas, les pays de l'Orient, sont eux des opprimés.
Et c'est la nouvelle cause mondiale. Alors, et Israël est un peu au cœur de cela, bien entendu. Alors justement, vous parlez bien entendu du Qatar, on l'a bien compris, mais le Qatar, il était au cœur de l'actualité ces derniers jours avec l'opération israélienne contre la direction soi-disant ou politique du Hamas. Vous pensez que c'est une opération qui se justifiait d'annihiler, de tenter de détruire la direction du Hamas qui est, pour les Israéliens, considérée comme la responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, même en territoire qatari? Écoutez, le problème, c'est que Israël est pris en tenaille. D'un côté, on lui dit, vous êtes sur le terrain à Gaza et il y a des civils. Évidemment, chacun sait que malheureusement, ce sont souvent des boucliers humains qui sont utilisés à cet effet par le Qatar, et puis par le Hamas, pardon. Et puis ensuite, on conteste ce qui a été fait au Qatar. Moi, je trouve que c'est une opération qui ressemble un petit peu à ce qui était fait avec le Hezbollah. Et le Hezbollah paraît neutralisé, ce qui est une très bonne chose, non seulement pour Israël, mais surtout pour les Libanais. Je pense que c'est une des meilleures nouvelles de ces derniers mois. Et puis, il y a aussi l'opération en Iran des Américains. Et donc, c'est une opération aussi très ciblée sur des sites nucléaires iraniens. Et ça ressemble un tout petit peu à ce qui est fait. C'est-à-dire qu'avec les leaders actuels du Hamas, je n'ai pas l'impression, même si le Qatar veut s'ériger en médiateur, il est un peu jugé parti, mais il veut s'ériger en médiateur, parce que c'est vrai que la position des pays occidentaux est assez ambiguë vis-à-vis du Qatar. Il ne peut pas admettre que les leaders du Hamas, qui sont chez lui, ne veuillent absolument pas négocier avec Israël. Parce que qui a refusé les solutions américaines qui ont été présentées pour la libération des otages au compte-gouttes, ce que je trouve absolument monstrueux, même sadique? Eh bien, qui a refusé? C'est bien le Hamas, à la fois du temps de Biden et maintenant du temps de Trump. Vous êtes juriste international, vous avez été membre du Conseil constitutionnel. Tout cela, tout ce que Israël fait aujourd'hui, lorsque par exemple il attaque la direction du Hamas à Doha, lorsqu'il essaye de se défendre dans la bande de Gaza contre les terroristes responsables du 7 octobre, ça vous semble conforme au droit international ? Parce qu'on parle beaucoup et on sait que la Cour pénale internationale a placé Israël sur le banc des accusés. Vous qui connaissez ce domaine, vous pensez qu'Israël enfreint le droit international? Alors, moi, je conteste une partie du droit international et je conteste la jurisprudence de la Cour pénale internationale. J'ai été au Conseil constitutionnel le rapporteur du texte dont nous avons examiné à l'époque, en 99, la constitutionnalité, qui est le statut de Rome, c'est-à-dire le statut de la CPI. Mais je ne m'imaginais pas que la Cour pénale internationale aurait cette jurisprudence. Je ne pense pas que Israël enfreigne les règles du droit des gens au-delà de la jurisprudence de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'on a rarement vu, et peut-être jamais dans l'histoire des guerres, c'est-à-dire dans l'histoire de l'humanité, une armée qui prévient à l'avance, comme d'ailleurs je crois le gouvernement qatari avait été prévenu qu'il y avait une recherche qui serait faite sur son territoire par l'armée israélienne. Je crois savoir qu'ils avaient été prévenus à l'avance. Je n'ai pas de preuves, évidemment, mais je crois le savoir. Et ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas entendu parler, dans d'autres cas, d'une armée qui prévient à l'avance de ce qu'elle va faire, et d'une armée qui gère l'aide humanitaire et qui distribue des tracts pour prévenir les civils, et qui par ailleurs essaye de téléphoner aux maires, aux chefs de communauté ici et là pour leur dire qu'ils vont intervenir. C'est une guerre souterraine, c'est une des guerres les plus difficiles à mener, et je ne suis même pas sûre, en termes de droit, qu'il s'agisse d'une guerre à proprement parler. C'est une opération antiterroriste parce que le Hamas est une organisation terroriste, et là où sont les terroristes, il me semble que dans le cadre de cette opération, il y a la possibilité de les cibler. Et le ciblage est quelque chose qui est
éminemment protecteur, évidemment, des populations civiles. Alors là, dans ce contexte, comment vous expliquez la position d'Emmanuel Macron dans votre carrière? Vous avez été en 2017, vous avez soutenu la candidature d'Emmanuel Macron. Peut-être que vous en êtes déjà revenu depuis, mais comment vous expliquez cette position hostile, même virulente du président français envers l'État d'Israël, même ne serait-ce que par exemple la rapidité avec laquelle il a condamné l'opération israélienne à Doha, alors qu'on attendait toujours une condamnation de l'attentat de Jérusalem qui a fait 6 victimes. Comment vous expliquez ce positionnement d'Emmanuel Macron aussi anti-israélien? Alors, l'attentat de Jérusalem, il a fait un communiqué en adressant ses condoléances, mais en disant que ça renforce sa détermination pour une solution politique immédiate. Donc, le lien entre les deux a pu choquer certains. Alors, moi, j'ai 2 réponses. La première, c'est que je n'aime pas beaucoup, puisque je ne suis pas d'accord avec sa position, dire du mal à mon pays, parce que c'est quand même le président de la France dans un pays étranger, donc je vais m'abstenir. Et puis même si vous me demandiez de vous répondre au fond, je ne pourrais pas, parce que je ne comprends pas cette position. Je ne la comprends pas, ni en termes politiques, ni en termes moraux, ni même dans l'intérêt de mon pays. Parce qu'un président de la République représente un pays et la vocation historique et internationale de la France est quand même séculaire et multiséculaire. Donc, je ne veux pas le critiquer. Il a sans doute ses raisons, mais je ne les comprends pas. Lorsque Macron parle d'une initiative de reconnaissance d'un État palestinien indépendant à l'ONU, qui devrait se concrétiser dans les prochains jours, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Moi, je considère en droit pur, indépendamment du fond, puisque le fond, comme vous le constatez, je n'ai pas envie de me prononcer ici à Tel Aviv. Mais sur le plan constitutionnel, je ne pense pas qu'un gouvernement chargé des affaires courantes puisse prendre une telle décision. Et d'ailleurs, il y a eu dans une revue juridique un article très intéressant d'un de mes amis qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schuttel, qui soutient à bon droit qu'un gouvernement chargé des affaires courantes, c'est-à-dire avant la composition totale des ministres et l'envoi de leur décret d'attribution, ce qui prend quand même plus que quelques jours, en principe quelques semaines, un gouvernement chargé des affaires courantes ne peut pas prendre une décision d'une telle ampleur. Cela résulte d'ailleurs d'une note qui a été envoyée à tous les ministres et qui a été publiée en juillet 2024, puisque des gouvernements chargés des affaires courantes en France, on en a eu un certain nombre depuis ces derniers temps, et il ne peut prendre qu'une décision qui est tout à fait urgente pour l'État. Je ne vois pas en quoi la reconnaissance de la Palestine comme État est urgente. Et deuxièmement, il ne peut prendre, si ce n'est pas urgent, qu'une décision qui n'a pas d'impact politique important. Or, je pense que là, sur le plan de l'impact politique, c'est très important, c'est quand même une décision absolument majeure s'agissant d'un membre du Conseil de sécurité. Donc, je ne pense pas que, bien que les actes de gouvernement, c'est-à-dire les actes de politique étrangère, ne puissent pas être déférés devant un juge qui se déclarerait incompétent, je pense que la reconnaissance, indépendamment du fond, d'un État palestinien n'est pas de la compétence d'un État dont le gouvernement est chargé des affaires courantes. Et le président de la République, quand il prend des décisions au nom de la France, eh bien, il doit aussi tenir compte de cet aspect-là, me semble-t-il. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là. Vous allez dire de facto, en fait, Emmanuel Macron serait sauvé du point de vue israélien par le gong à la dernière minute de par la conjoncture, on va dire, politique dans laquelle il se trouve. Je voudrais une dernière question, peut-être vous poser une dernière question, toujours dans le cadre de vos compétences juridiques. Vous savez qu'en Israël, il y a un grand débat qui a précédé les événements terribles du 7 octobre, un grand débat de société autour du monde de la justice israélienne. Et je voudrais avoir votre avis, sans vous demander de vous ingérer dans les affaires juridiques de l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat dans la société israélienne entre, on va dire, pour le synthétiser, entre les juges ou on va dire les juristes libéraux et les juges et les juristes conservateurs? Surtout entre la nation et les juges. Je crois que le problème se pose à peu près dans tous les pays
parce que on a coutume de dire que le 19e siècle, c'est l'ère du Parlement, le 20e siècle, c'est l'ère des gouvernements, et le 21e, celui des juges. Les juges interfèrent parce que les questions qui leur sont posées sont de plus en plus politiques dans la politique. Vous avez ce même débat, évidemment, vous l'avez en Israël, mais vous l'avez aussi aux États-Unis, vous l'avez aussi dans beaucoup d'autres pays européens, en Italie notamment, où la justice est extrêmement politisée. Et moi, je dirais que je pense qu'il faut réformer la justice pour la protéger aussi, et pour protéger sa crédibilité et sa légitimité. Et il y a un aspect, alors je ne me prononce pas sur le mode de nomination des juges, ça c'est quelque chose de différent, mais sur le fond, le principe de proportionnalité. Moi je conteste la possibilité pour les juges, et d'ailleurs il y a ce même débat en Angleterre avec le reasonableness, je conteste dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de la démocratie, la possibilité de juges de dire qu'ils condamnent ou ils sanctionnent une loi, une décision gouvernementale parce qu'elle est disproportionnée, parce qu'elle n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que ça lui donne un pouvoir discrétionnaire absolument sans limite. Je donne plusieurs exemples. On a en France une loi qui prévoyait de mettre un bracelet électronique pendant 2 ans aux condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir appartenu à Daesh et commis des crimes abominables. Et il était prévu, quand ils sortent de Daesh, quand ils sortent de prison, qu'on leur mette un bracelet électronique pendant 2 ans. Le Conseil constitutionnel a dit c'est disproportionné. Alors qu'est-ce qui est proportionné? C'est 1 an, c'est 2 mois, c'est 3 ans, c'est 2 ans. Je pense que ce principe de proportionnalité, que ce soit d'ailleurs pendant une guerre, où on demande que la réponse à une attaque soit proportionnée, ça me paraît complètement impossible si on veut gagner la guerre. Et de même, en droit interne, je pense que les juges sont invités à interférer dans la politique, dans des décisions purement politiques, en utilisant ce principe. Donc je trouve que le débat qui a été lancé en Israël est un débat sain, et je sais d'ailleurs, puisque nous sommes allés à la Cour suprême, que 7 juges sur 15, c'est-à-dire 1 de moins que la majorité, étaient d'accord pour cette réforme. Il y a un vrai débat, et ce débat doit être tenu urgemment. Et alors ne parlons pas évidemment des juges internationaux qui, eux, sont carrément dans la politique, parfois vraiment trop affichés, au détriment d'ailleurs de la conscience universelle qu'ils sont censés éveiller dans le monde en tant que juridiction internationale. Alors une dernière question, vraiment la dernière, elle est plus personnelle, c'est-à-dire vous nous avez dit que vous avez mis presque 50 ans pour revenir en Israël, ça vous a donné envie d'en savoir plus, peut-être de revenir plus rapidement cette fois-ci? Ben bien sûr, et puis il y a une question de solidarité aussi, parce que on ne peut pas ne pas avoir un peu le cœur déchiré, surtout quand on voit que depuis le 7 octobre, contrairement à ce que j'aurais imaginé, mais vraiment, j'aurais jamais imaginé cette montée de l'antisémitisme, et qu'il soit si dangereux de porter une kippa dans les rues de Paris ou dans le métro. Et ça, je pense que une nation et aujourd'hui une communauté internationale qui laisse monter l'antisémitisme se perd. C'est la perte de la civilisation. Et c'est pourquoi je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Noël Lenoir d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui dans le cadre de cette visite en Israël. Merci beaucoup, bonne continuation, bonne fin de visite, bon retour en France. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. À bientôt.